Entretien, l'interview, le débat libre, l'interview. Entretien. Mesdames et messieurs, bonsoir et bonjour. Selon votre position sur cette terre, vous êtes bienvenus et vous êtes bien installés sur la chaîne Le Débat Ivoirien TV. Nous recevons ce jour un homme, un grand. Il est économiste, consultant en sciences politiques, gouverneur de l'université Saint-Boniface au Canada, sur la terre américaine. Il est Che Alphonse. Nous l'appelons Mr. Lawson. Bienvenue sur le plateau de Le Débat Ivoirien TV. Merci beaucoup, merci pour cet accueil chaleureux militant. Oui. Ça m'est allé droit au cœur, je me sens chez moi ici en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Nous sommes bien avec un grand leader. Alors, avant de nous dire ce que c'est que Kodi Togo, Pyramide et MTN, alors, que faites-vous sur les bords de la lagune Ébrié? Ben, j'avoue que c'est un grand moment pour moi de venir ici au bord de la lagune Ébrié sur la terre du président Félix Houphouët-Boigny en ces moments douloureux pour la Côte d'Ivoire, pour toute l'Afrique, pour présenter au nom de toute la diaspora togolaise mes condoléances à la famille du président Kona Bédié qui nous a quittés récemment. C'est un grand homme qui a porté le flambeau du grand parti RDA PDCI. C'est le plus grand parti panafricain dans l'histoire de l'Afrique après l'ANC. Et il me semble qu'il est important que nous venions en tant qu'Africains, en tant que panafricanistes, venir présenter nos condoléances les plus attristées, non seulement à la Côte d'Ivoire, aux Ivoiriens, mais aussi à la famille du président Kona Bédié. Merci. Avant que je ne me retire, dites-nous tous ces mouvements que vous portez. Kodi Togo, Pyramide et MTN. Qu'attendons-nous par tous ces sigles? Bien évidemment, Kodi Togo est la coalition de la diaspora togolaise pour l'alternance et la démocratie. Vous savez que le Togo est un pays qui, depuis une soixantaine d'années, est devenu une prison à ciel ouvert, ou qui a connu le premier coup d'État militaire, le président démocratiquement élu, le président Sylvanus Olympio a été tué en 1963, le 13 janvier 1963, par la France-Afrique. Ça a suivi une dictature implacable militaire qui a imposé 38 ans d'un régime autocratique, un régime scélérat, un régime qui viole les droits de l'homme et qui a jeté beaucoup de Togolais en exil, en a tué beaucoup. Et donc, à la fin de cette dictature militaro-clanique du feu et agrément, son fils a pris le pouvoir dans le sang en massacrant plus de 2000 Togolais. C'est un rapport de l'ONU a fait l'état de ce massacre. Et beaucoup de Togolais se sont retrouvés en exil, beaucoup ont été tués et aujourd'hui, nous avons plus de 120 prisonniers politiques dans les géants de Faure Gnassingbé, son fils, qui a fait un triple coup d'État, un coup d'État constitutionnel, un coup d'État militaire et un coup d'État institutionnel. Et donc, je rappelle que Faure Gnassingbé est en train de préparer son 5e mandat dans ce paysage de la CEDEAO. Aujourd'hui, vous savez qu'avec la crise au Niger, on parle de coup d'État, où il y a des bruits de bottes, n'est-ce pas? Alors que le Togo est au cœur de ce dispositif de coup d'État permanent
Et donc, Faure Gnassingbé est en train de préparer son 5e mandat. Voilà, dans ces conditions-là, il est clair que les Togolais s'organisent. Et ils se sont donc organisés à travers différents mouvements et associations. Et dans le cadre de ce qui me concerne, eh bien, je suis le coordinateur donc, de la coalition de la diaspora togolaise pour l'alternance et la démocratie, un mouvement qui s'est forgé à Paris en 2018. Ensuite, on a eu notre premier congrès sur la terre africaine au Sénégal, à Dakar. Et donc, ce mouvement-là milite pour l'alternance et la démocratie au Togo, mais aussi pour les droits de l'homme, pour que le Togo, qui est devenu le plus ancien ouvert, soit enfin libéré. Nous sommes convaincus que si le Togo est libéré, toute la CEDEAO sera libérée et toute l'Afrique sera également libérée. C'est un peu ce qui motive notre combat au niveau de Petit Togo. En ce qui concerne Pyramide... Avant d'arriver à Pyramide, nous y allons arriver parce que c'est bien haut. C'est une pyramide. Vous dites, si le Togo est libéré, toute l'Afrique de l'Ouest ou toute l'Afrique sous-régionale sera libérée. Comment? Expliquez-nous. Votre question est assez pertinente, hein, parce que si nous référons, n'est-ce pas, à l'historicité de nos États après les indépendances, comme je viens de l'indiquer, le Togo a été toujours, je dirais, une terre ou un laboratoire de cancérigènes, en quelque sorte, pour le continent africain. Donc le premier coup d'État a eu lieu au Togo, qui a vu l'assassinat du président Sylvanus Olympio en 1963. Le régime militaire qui a violé les droits de l'homme, qui a assassiné les Togolais, qui les a jetés en prison, ce régime a connu sa férocité également au Togo, avec Eyadema père. Vous voyez, c'est au Togo où, pour la première fois, quand le président Eyadema est mort, son fils a pris le pouvoir, donc une succession monarchique en violation flagrante, n'est-ce pas, des dispositions constitutionnelles. Et on a vu cela se répéter au Gabon, on l'a vu se répéter au Tchad récemment, où le président Macron est venu lui-même adouber le fils d'Idriss Déby, Kaka Déby, en l'imposant aux Tchadiens. Ouais, donc c'est au Togo que ça a commencé. Aujourd'hui, on parle de tripatouage constitutionnel. Je veux rappeler aux Africains que c'est également au Togo que ça a commencé en 2002, où il y a des morts qui, les tests constitutionnels ne lui permettaient pas de remplir un mandat supplémentaire, a dû changer la constitution, tripatouiller cette constitution-là. Et son fils a fait de même en 2020, vous voyez, en 2020, oui, il a tripatouillé la constitution pour mettre le compteur à zéro. Il est en train de préparer son 5e mandat. Donc le Togo est un très mauvais exemple dans la sous-région, en termes de gouvernance, en termes de violation des droits de l'homme, mais en termes de régime militaire fermé et qui ne respecte pas les droits de l'homme. C'est pourquoi nous disons que si jamais le Togo est au cœur automatogène de la France-Afrique, et si le Togo est libéré, bien évidemment, l'emprise de la France-Afrique sur les pays francophones, l'espace francophone, devrait diminuer et permettre aux Africains de reprendre la souveraineté que les Africains recherchent aujourd'hui. En tout cas, la jeune génération recherche aujourd'hui avec beaucoup d'ardeur, de détermination et de courage. Alors, que pensez-vous que le projet panafricain Pyramide peut faire dans une telle ambiance, dans tel contexte? Bien évidemment, le projet panafricain, le projet Pyramide, s'inscrit dans une rupture ontologique qui essaie de promouvoir une autre vision, n'est-ce pas, de la démocratie, qui est le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple. Vous voyez, au début des années 90, le courant démocratique qui a emballé l'Afrique s'est très rapidement cristallisé autour des partis politiques. Et on a vu que ceux les Occidentaux, notamment la France, qui avaient encouragé au départ cette forme de démocratie, très rapidement l'ont vidé de leur substance.
Donc la démocratie est devenue un chèque sans provision. Et quand les peuples africains sont allés à la banque de cette démocratie pour réclamer justement les comptes, n'est-ce pas, de cette démocratie, les comptes étaient vides. Quand je parle de comptes, je fais référence d'abord aux élections. Le peuple a cru à cette démocratie étalée et s'est rendu compte que quand il vote, les résultats des votes sont toujours inversés. Première accro majeur, hiatus majeur. Secondo, quand le peuple croit à la constitution qu'elle s'est donnée par référendum, quand le moment arrive pour que cette constitution soit appliquée, on remarque que c'est en ce moment précis qu'on procède à des tripatouages constitutionnels. Et enfin, quand il s'agit de la question de la gouvernance, le peuple s'est rendu compte que les gouvernants ne rendent pas compte de la gestion de l'État au peuple, ce qui amène justement des questions de corruption, de dilapidation des ressources et aussi d'endettement. Et enfin, la question des droits humains. Ouais, donc quand vous prenez les 4 éléments importants, les 4 piliers de la démocratie, on se voit que c'est devenu un bluff, un chimère, et qu'on a essayé de détourner, n'est-ce pas, les vrais enjeux de la démocratie en laissant la coquille vide. C'est pourquoi c'est ce qui explique aujourd'hui cette révolte populaire qui voudrait faire une rupture avec cette forme de démocratie qui est juste classique, qui est, je dirais, de surface, qui n'est pas réellement la démocratie démos, un peuple, le pouvoir du peuple par le peuple. Et donc, aujourd'hui, le peuple africain réclame la souveraineté. C'est ce qui s'est exprimé au Mali, bien qu'il y a eu des élections, bien qu'il y a un gouvernement élu, puisque ce gouvernement n'arrive pas sur le plan justement de la gouvernance, sur le plan sécuritaire, de pouvoir protéger efficacement le peuple, il y a eu des militaires patriotes qui ont décidé de rendre la souveraineté au peuple. On a vu ce phénomène également au Burkina et également en Guinée. Et aujourd'hui, le cas du Niger est un cas assez emblématique qui repose la question fondamentale de la France-Afrique, de la néocolonialité, et qui met en procès justement ce refus de la France de décoloniser les pays africains à travers justement sa présence sur les bases militaires, mais aussi l'imposition de gouvernements factices ou encore des pantins, et aussi l'exploitation des ressources des pays africains avec des accords coloniaux qui étranglent les Africains. Et donc, le mouvement Pyramide est un mouvement qui prône la résistance citoyenne, pyramidale, qui prône la rupture avec cette forme de néocolonialité et qui fait en sorte que les citoyens reprennent en main leur destin, chaque citoyen individuellement, pour s'assurer que nous reprenions en tout cas notre indépendance, notre réelle indépendance, notre souveraineté, et ainsi ça peut se décliner par la suite en vraie démocratie, en privilégiant les éléments que nous avions avancés tout à l'heure, c'est-à-dire des élections libres et transparentes, la gouvernance, la question des droits de l'homme, le respect de la loi, les constitutions qui sont, je dirais, les piliers fondamentaux d'une réelle, vraie démocratie qui est basée sur la souveraineté. Il n'y a pas de démocratie sans souveraineté, bien évidemment, et c'est ce qui nous amène juste avec les camarades à travailler surtout sur le mouvement panafricain, le mouvement Pyramide, qui est un mouvement de lutte pour lutte contre la domination, n'est-ce pas, des pays africains, une lutte pour reprendre l'Afrique. L'Afrique, vous savez, l'Afrique, c'est le continent le plus vieux au monde qui a donné tous les éléments de civilisation à l'humanité. Cette Afrique doit reprendre justement dans l'ère du Verseau toute sa dignité, toute sa force, toute sa fierté, en s'enfonçant dans son identité. Et c'est pourquoi Pyramide est un exemple. Vous voyez, le Pyramide fait référence à l'Égypte ancienne, aux pyramides qui ont défié le temps et l'espace en termes de monuments, les seuls d'ailleurs que les civilisations anciennes ont pu laisser, les empreintes de nos ancêtres. Et donc nous nous prenons comme référence justement pour ce combat, pour les Africains, pour reprendre leur liberté,
leur souveraineté et surtout avoir la capacité de gérer leurs propres ressources pour le bien des Africains. Alors, vous en tant que panafricaniste, comment vous voyez la démarche de la CEDEAO? La démarche de la CEDEAO a recouru par la force à la guerre et réinstaller le président, disons, déchu, Bazoum. Ben, la CEDEAO, nous avons le sentiment que la CEDEAO marche sur la tête. Voyez-vous, la CEDEAO est devenue un syndicat de chefs d'État qui protège leurs intérêts. Alors que la CEDEAO était, je dirais, dans ses valeurs, dans ses principes, dans ses objectifs, avait pour but justement un espace de liberté économique et de bien-être pour la population. Et très rapidement, comme je disais tout à l'heure, je parle de chèque sans provision. La CEDEAO on a dérobé la CEDEAO de ses objectifs et on l'a transformé en un syndicat de chefs d'État qui se protège. Cette CEDEAO est incohérent avec sa propre dynamique et sa propre philosophie, dans la mesure où la CEDEAO, qui devrait être un espace économique, un espace de liberté, un espace de progrès, cette CEDEAO-là ferme les yeux quand les populations sont attaquées, quand les populations sont massacrées par les djihadistes. Cette CEDEAO est complètement absente. Cette CEDEAO qui, quand il y a tripatouillage constitutionnel, eh bien, la CEDEAO est toujours absente. On a vu le cas de la Guinée-Conakry, le cas aussi de la Côte d'Ivoire. Quand on a vu le cas du Togo, je vous ai évoqué d'entrée de jeu la question du Togo, le Togo étant je dirais, le centre automatogène de la France-Afrique. Eh bien, la CEDEAO a fermé les yeux sur tous les massacres qui se sont passés au Togo, le tripatouillage constitutionnel, les coups d'État et les violences, la mauvaise gouvernance qui se passe au Togo. Donc, mais quand il s'agit maintenant de coups d'État militaire, en ce moment, la CEDEAO s'éveille et se réveille de son long coma. On a comme l'impression que la CEDEAO est en situation de mort. Et quand il y a un coup d'État militaire, eh bien, c'est comme s'il y a un électrochoc et qui l'amène à fonder les muscles, à prendre des décisions complètement farfelues qui ont pour objectif d'asphyxier les peuples. Donc, quand on a pris le cas du Niger, on a vu comment la CEDEAO a pris des dispositions pour que ce peuple-là soit privé de tout, de médicaments, d'énergie. Pourtant, la CEDEAO n'a pas pu atteindre ses objectifs. Dans le cas du Mali, c'est la première fois au monde qu'on ferme le pays, on ferme les espaces, alors qu'il y a les malades, il y a les personnes vulnérables, et qu'on prenne ces mesures sans penser à ces populations. C'est absolument choquant. Et donc, je pense que la CEDEAO devait redevenir la CEDEAO des peuples, pour que les peuples, dans leur solidarité, dans leur communalité, dans leur lien, puissent retrouver cette solidarité africaine et travailler ensemble pour le bien-être de l'ensemble des Africains de l'espace CEDEAO. On ne pourrait pas accepter, par exemple, que la CEDEAO se transforme en un espace de guerre et de violence. Vous voyez, et je suis aujourd'hui sur la terre de Houphouët-Boigny, l'homme de paix, qui d'ailleurs a été l'un des fondateurs du PDCI-RDA. Et je voudrais bien le citer. Le président Houphouët-Boigny a dit que dans la recherche de la paix, de la vraie paix, de la paix juste et durable, on ne doit pas hésiter un seul instant à recourir obstinément au dialogue. Je pense que les prérogatives du dialogue, les chances du dialogue ne sont pas tout à fait épuisées. Et j'ai le cœur brisé de savoir que c'est sur la terre du président Houphouët-Boigny, qui est un homme de paix, qui a toujours prôné la paix, qu'il y a une volonté du gouvernement ivoirien d'envoyer les Ivoiriens à la guerre et à la guerre pour se faire tuer et tuer d'autres Nigériens.
c'est en tout cas c'est quelque chose qui est assez troublant pour les panafricains que nous sommes. Je vous ai vraiment invité, je dirais, les euphotistes, tous ceux qui portent le combat du président Félix Houphouët-Boigny, qui est un homme de paix, qui réclame son legs politique, spirituel et philosophique, doivent quand même rester cohérents avec cette philosophie pour donner les chances à la paix et ne jamais privilégier en tout cas la guerre comme étant une méthode de résolution des conflits. Alors, le pari. Oui, Mr. Lawson, est-ce pour ce plaidoyer que l'on vous a vu, bien entendu en Côte d'Ivoire, aller jusqu'à Yamoussoukro, à la basilique, pour vous ressourcer? Absolument. Tout au long de mon périple, j'ai eu la chance d'aller me recueillir dans la basilique de Yamoussoukro. Notre-Dame de la Paix. Notre-Dame de la Paix, justement parce que cette basilique symbolise la paix pour les Ivoiriens, pour les Africains. En ce moment où c'est les tambours de guerre qui sont en train de tonner, eh bien, j'ai eu l'opportunité de la délégation que je conduis et qui a été bien reçue, d'être conduit justement, demander d'être conduit dans la basilique où j'ai prié pour la paix, parce que seule la paix puisse permettre aux Africains non seulement d'assurer leur sécurité, mais aussi le développement. Et la démocratie ne peut pas, se développer sans la paix. Et là, j'ai été inspiré par la pensée du président Houphouët-Boigny, à laquelle je veux inviter les Ivoiriens et le gouvernement ivoirien à se ressourcer sur les fondamentaux du président Félix Houphouët-Boigny, sur, je dirais, les fondamentaux de ce grand parti panafricain qui est le RDA-PDCI. Je sais qu'il y a d'autres partis comme le parti du président Laurent Gbagbo, le PPACI, et aussi de Charles Blé Goudé, le projet qui porte des visions panafricanistes, et cette vision ne peut pas amener les Ivoiriens à aller en guerre contre les Africains. Je pense que c'est une aporie de la raison, et j'invite justement le président Alassane Ouattara à revoir sa copie, et lui qui est l'héritier, en tout cas qui se revendique de l'héritier du président Houphouët-Boigny, ne veut pas trahir sa pensée quand il s'agit justement de travailler pour les chances de la paix, toujours de la paix, sans recourir à la violence ni à la guerre. Alors, comment est-ce que vous pouvez expliquer aux Ivoiriens que le PDCI, RDA, est un parti panafricaniste? Comment? Ben, vous savez qu'il faut remonter, il faut convoquer l'histoire. Et si nous convoquons l'histoire, nous nous rendons compte que le parti RDA-PDCI a été fondé en avril 1946 et c'était le Rassemblement démocratique africain. Et c'est le deuxième vieux parti de l'Afrique après l'ANC, le National Congress, African Congress de Nelson Mandela. Et si on peut avoir des divergences sur, je dirais, l'idéologie du point de vue libéral, socialiste ou communiste, mais nous pensons que nous devons faire appel à des valeurs endogènes de l'Afrique, Ubuntu par exemple, et là, le mouvement CPP porte justement cette force, cette vision, et le président Félix Houphouët-Boigny a été un homme de paix, un homme de dialogue, et il a pu transmettre cela à son parti. Et nous estimons aujourd'hui que c'est important de faire rappel de ces valeurs, de ses principes, et aussi de sa philosophie, de sa philosophie politique, pour donner les chances à la paix au milieu de la guerre. Donc le panafricanisme tire ses sources de là, et il me semble aujourd'hui que les Africains doivent aller ensemble, doivent travailler ensemble pour le bien commun, pour le bien-être de toute l'Afrique, pour sortir l'Afrique de la pauvreté, de la domination, de l'exploitation, de l'esclavage moderne, mais aussi de donner des chances
aux Africains de pouvoir avoir un avenir heureux, meilleur pour l'ensemble des générations présentes et futures. Entretien, l'interview, le débat libre, l'interview. Entretien.